2 semaines nous séparent de la fin de la campagne de dons, le 31 décembre, comme un coup près. Et c'est maintenant que tout se joue. Si la mobilisation des téléspectateurs et des donateurs de TV Liberté s'amplifie, alors nous pourrons projeter la chaîne vers 2026, 2027, toujours plus libre, toujours plus forte, plus audacieuse que jamais. Mais si le rythme actuel se maintient, alors l'avenir de la première chaîne alternative de France sera compromis. Et quel cadeau ce serait ? Un cadeau pour ceux qui rêvent de 2026 et de 2027 sans contestation de leur monopole. Une victoire pour ceux qui veulent des médias tenus par l'État, par un oligarque ou par les annonceurs. Un triomphe pour ceux qui ont tenté de nous réduire au silence par la censure bancaire. Ne leur offrons pas cette victoire. Ne les laissons pas pavoiser. Protégez TV Liberté. Protégez TVL. Faites un don. C'est formidable parce que c'est la dernière de l'année et on n'est pas encore censuré. Alors peut-être qu'en 2026, ce sera tout à fait autre chose. Bonjour à tous et merci d'être là. Bienvenue dans Alerte Générale, le talk show de la France qui en a gros et qui en a marre, surtout de la censure et des discours du petit bonhomme dans sa boîte. J'ai nommé le président que nous adorons tous, Emmanuel Macron. Alors on ne va pas parler que de lui, évidemment, on va parler aussi de l'Union européenne que nous adorons également. Et ce soir, nous recevons un écrivain, essayiste, journaliste, fondateur d'Antipresse, un média d'ailleurs radicalement indépendant là aussi, dont la ligne éditoriale est simple. Nous ne faisons pas de bruit, nous produisons du sens. Slobodan Despot, bonsoir. Mais bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, ça fait des années que vous observez cette dérive quand même de l'Union européenne. On va en parler, parce que j'ai l'impression qu'on arrive quand même à la fin d'un cycle, on va dire, où la transformation de l'Union européenne en cette dictature du bien que nous attendons tous de nos voeux, et puis des élites occidentales, évidemment, qui sont en roue libre en ce moment. Alors, évidemment, tout s'accélère, les récits deviennent de plus en plus fous, on ne sait pas vraiment où nous en sommes. Slobodan Despot, bienvenue dans Alerte Générale. Et pour commencer, comme d'habitude, c'est l'édito de Nicolas. Exactement, édito. Chers amis, merci à tous d'être sur Alerte Générale. Alors pour la venue de l'ami Slobodan Despot, on va faire un édito un peu corrosif parce que je sais qu'il aime ça, il se nourrit du fait corrosif et impertinent. En tout cas, merci. Chers amis, le gouvernement, vous le savez, joue avec le feu et il le fait en ricanant, en regardant ailleurs, en prenant les agriculteurs pour des imbéciles dociles et résignés. Mauvais calcul, très mauvais calcul, pendant que les campagnes s'embrasent, pendant que des hommes et des femmes se battent pour sauver leurs fermes, leurs bêtes et leur dignité, le pouvoir, lui, ment. Et il ment effrontément, il ment froidement, il ment méthodiquement. Sur le Mercosur notamment, Emmanuel Macron et ses ministres ont regardé les agriculteurs droit dans les yeux pour leur expliquer que tout allait bien, que la France serait protégée, que nos filières seraient sanctuarisées. Mensonge, archi-mensonge, le traité est prêt, ficelé, verrouillé et il organise la mise en concurrence déloyale de notre agriculture avec ses productions sud-américaines qui ne respectent ni nos normes sanitaires, ni nos règles environnementales, ni nos coûts sociaux. En clair, en fait, on impose aux paysans français d'être les plus vertueux du monde pendant qu'on ouvre grand les portes aux viandes, aux hormones, aux pesticides interdits chez nous, aux élevages industriels XXL. C'est de la trahison économique, c'est du sabotage agricole, c'est une déclaration de guerre sociale. Et ne nous y trompons pas, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas de l'incompétence, en fait c'est un projet assumé, pensé, piloté depuis Bruxelles avec l'aval enthousiaste de la Macronie et d'une grande partie de la classe politique. Liquider l'agriculture française comme on a liquidé l'industrie, comme on a liquidé la pêche, comme on liquide tout ce qui faisait la souveraineté de ce pays. En somme, liquider la France par la force grâce à une garde prétorienne. Plus de paysans, plus de fermes, plus d'importations, plus de dépendance, plus de normes absurdes, et au passage une France dissoute dans le grand marché mondial sous le joug d'une Europe hors sol,
totalitaire et d'un mondialisme décomplexé. Alors, quand les agriculteurs se révoltent, quand ils bloquent, quand ils crient parce qu'ils n'en peuvent plus, le pouvoir feint la surprise. Il parle d'ordre public, il sort les grands mots et surtout, il sort les matraques. En Ariège, ce pouvoir diabolique a franchi un cap. Il a envoyé les centaures, il a fait littéralement faire voler les hélicoptères, il a gazé depuis le ciel, il a littéralement noyé une ferme sous les lacrymogènes, plongeant des éleveurs, des familles, des citoyens venus soutenir un cheptel dans un nuage chimique absolument inadmissible et inconséquent. Et les animaux aussi. Et les animaux, exactement, le fameux petit poney. En fait, chers amis, ces gens sont sans honneur. Ces gens sont nés avant la honte. Jamais un tel déploiement de forces de l'ordre n'a été engagé contre les zones de non-droit, les fameuses cités. Jamais une telle démonstration de puissance n'a été utilisée contre les cartels, les trafiquants, les mafias qui gangrènent ce pays. Mais face à ces paysans-là, ceux-là, l'État devient brutal, zélé, impitoyable. Hélicoptères, blindés, centaines de forces de l'ordre. Une démonstration de force obscène contre ceux qui nourrissent la nation. Et maintenant, pour masquer sa propre faillite, ce pouvoir fantoche et violent dégaine son ultime réflexe pavlovien, le complot russe, comme en a parlé Alexis en introduction, l'ingérence étrangère, le Kremlin dans les tracteurs, Moscou derrière chaque botte de paille. Tout ce qui lui résiste serait téléguidé, toute colère serait suspecte, toute défense de la souveraineté nationale deviendrait par miracle une manœuvre venue d'où ? De Russie, bien entendu. Les agriculteurs qui se battent pour survivre, des agents d'influence, les Français qui refusent de crever en silence, des idiots utiles d'ingérence étrangère, la contestation sociale, une guerre hybride faite de proxy. C'est l'arme classique des régimes faibles, disqualifier le peuple pour éviter de lui répondre, criminaliser l'amour du pays, transformer chaque résistance légitime en menace extérieure. Alors quand un pouvoir en est réduit à voir la main de Moscou derrière chaque révolte populaire, c'est qu'il a déjà perdu la bataille politique, morale et surtout démocratique. Ce gouvernement ne gouverne plus. Il accuse, il fantasme, il ment et il réprime. Mais attention, à force de mépris, à force de mensonges, à force de coups de matraque politique, économique et policier, la colère monte. Et cette colère n'est pas une jacquerie folklorique. C'est une révolte de survie, une révolte existentielle, une révolte qui peut devenir d'une intensité que ce pouvoir n'imagine même pas. Car quand on attaque ceux qui nourrissent le pays, quand on les humilie, quand on les sacrifie sur l'autel de Bruxelles et des accords commerciaux de libre-échange, vous le savez, on ne détruit pas seulement une profession, on cherche à détruire une nation. Et Emmanuel Macron, comme son gouvernement, ne pourra pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils auront tout fait pour que ça explose. Et cette tempête risque fort de leur être fatale. Merci Nicolas. Il faut dire que tu es jeune papa. Félicitations quand même, parce que tu arrives à être sur les ronds-points le week-end, à faire alerte générale, à être partout. Il y a Putsch évidemment. Alors bravo à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est Alerte Rouge. Alors on va parler avec Slobodan, reprendre un peu tout ça évidemment, entre la censure des agriculteurs parce qu'ils sont en colère. Ils ont environ 2 heures pour se plaindre et après c'est fini. Les citoyens européens aussi qui n'ont pas vraiment le voix au chapitre. On a vu quand même 2 citoyens interdits d'entrer dans leur propre pays, Xavier Moreau, français, et Jacques Beau, suisse, censurés par l'Union européenne au nom de l'article 215 parce que ce sont des agents russes. Qu'est-ce que ça vous dit ? Alors vous qui êtes observateur de cet effondrement européen, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui des institutions européennes, cette accélération de la censure et de lois de plus en plus dictatoriales, on va dire ? Alors d'abord, ça me dit qu'on s'y était attendu, donc je ne suis pas tellement surpris. C'est aussi une forme d'extension du domaine de la lutte, comme aurait dit un auteur bien connu en France. Autrefois, on exerçait de la censure sur l'étranger. Maintenant, sur les sources en provenance d'étrangers. Maintenant, la censure se déplace à l'intérieur. De même qu'autrefois, on colonisait des peuples exotiques, et maintenant, on fait de l'endocolonialisme. On se colonialise soi-même. C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Donc, les indigènes, c'est vous. C'est nous. De la même manière, l'ennemi extérieur, maintenant, est intériorisé, puisque on soumet à des sanctions le colonel Jacques Beau, qui, comme tout le monde le sait, est déjà dans l'Union européenne. Il vit à Bruxelles. Donc comment vous faites pour interdire à Jacques Beau l'entrée en Union européenne, comme un vulgaire oligarque russe ? Je ne sais pas comment vous faites, puisqu'il y est déjà. Bon, maintenant, je ne connais pas le détail
des dispositions prises. Alors, en détail, ils ne peuvent pas le faire. Il faut que les pays, ensuite, passent des décrets. Donc, c'est vraiment du déclaratif. Et surtout, c'est toujours saisir les avoirs. Hein. C'est le principe d'aller prendre la thune et de dire casse-toi. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Hein. Alors, Puis, il y a la CEDH aussi. Hein. Ils peuvent faire appel et dire que là, c'est bien sûr. Évidemment une négation des droits des citoyens. Ce qui, évidemment, va donner lieu à ce magnifique effet Streisand que nos autorités n'ont toujours pas compris à maîtriser. Elles ne savent toujours pas ce que c'est. Donc, par exemple, Xavier Moreau devait s'y attendre. Il est à Moscou, il défend une ligne qui est, en gros, pro-russe. C'est la cerise sur le gâteau, c'est une distinction pour lui. Maintenant, Jacques Beau, c'est différent, parce que l'ironie de l'affaire, c'est que Beau, dans tous ses livres, si vous les avez lus, ou dans ses entretiens, c'est un homme qui est un professionnel du renseignement, et non pas un agent de sécurité, comme l'ont raconté certains médias de grand chemin. Ouais. Ah oui, un agent de sécurité. En Suisse, on a dit c'est un agent de sécurité. Ah ben oui, c'est formidable. Bon. Il est au Franprix du coin, je sais. Un vigile de supermarché. Voilà, ce genre de choses. Okay. Donc c'est un professionnel du renseignement, c'est quelqu'un qui sait comment récolter les renseignements, les recouper et trier le bon grain de livrer. Donc c'est quelqu'un qui s'est toujours interdit, dans ses livres comme dans ses entretiens, de citer des sources russes. Il ne cite que des sources occidentales ou ukrainiennes. Ce qui veut dire que si on veut faire taire quelqu'un qui ne cite que ça, on censure en fait ses propres sources. C'est impressionnant. Non, c'est normal. Mais pourquoi censurer? Vous ne comprenez pas. La secte à laquelle nous avons affaire est une secte de terre-platistes. Oui. C'est-à-dire que, comme depuis leur point de vue qui n'est pas très haut au-dessus du sol, ils ne voient pas la courbure de la Terre. Donc ils décrètent qu'elle est plate. Mais si vous vous élevez de 3 mètres au-dessus et que vous dites « Ah non, attendez, je commence à la voir », eh ben on va vous couper les pieds pour que vous redescendiez à leur niveau. Donc ce sont les terre-platistes. C'est une secte régressive qui est en train, en fait, de tout simplement couper les moyens de connaissance du réel qui l'entoure. C'est la science, au nom de la science. Au nom de la science. C'est intéressant, Slobodan, et merci d'être là. Tu as très bien défini effectivement la censure qui frappe Moreau et Jacques Beau. Et on voit bien que c'est deux personnalités qui ont des rôles tout à fait différents et des expertises différentes. Donc ça veut dire que ces gens tapent tout azimut sur tous les gens qui, à un moment donné, posent une analyse bien différente de l'oligarchie en place. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on va par tous les moyens, partout. Alors, n'est-ce pas, le problème d'un système totalitaire, c'est que c'est une hybridation entre une créature rationnelle et une créature complètement folle. Très souvent, il frappe au hasard. Je ne sais pas, en Union soviétique, vous aviez un vieux réac comme Bulgakov qui a été censuré, mais qui a quand même publié des romans ou des pièces de théâtre qui, même dans certains pays d'Occident, auraient été considérés comme réacs. Et à un moment donné, d'ailleurs, il a même été protégé par Staline lui-même, parce que Staline trouvait que ses pièces étaient bien. Donc, c'est un système qui est en grande partie arbitraire. Oui. Pourquoi Beau et Xavier Moreau plutôt que vous deux Bah oui. Parce que eux étaient quand même militaires de carrière. Alors, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Alors, il y a peut-être la nécessité de faire taire, enfin, d'intimider les militaires. Ça, c'est possible. Parce qu'on peut se rappeler aussi Éric Dénessé, qui nous a quittés prématurément. Ça fait beaucoup, quand même, d'alertes, de cibles. Enfin, c'est assez tragique, ce qui se passe en ce moment, quand même. Ben oui, c'est tragique, mais enfin, on est quand même dans une phase crépusculaire, terminale, d'un régime qui vacille, qui n'a pas trouvé d'autre moyen de se protéger de la réalité extérieure que de fermer les rideaux. Donc, tout est logique, tout est normal. Rien ne m'étonne. Alors, je voudrais présenter notre invité, Gabriel Decroix. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Donateur TVL. Le micro. Ouais, le micro, Gabriel, s'il vous plaît. Voilà. Merci d'être là avec nous. Qu'est-ce que votre avis, vous, sur cette question-là ? Moi, je suis pas surpris. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui, vous entendez parfaitement. Donc, qu'on cherche à faire taire des citoyens dissidents. On voit que la République française et puis plus largement l'Union européenne est aux abois parce qu'elle sent qu'il y a de plus en plus de prise de conscience, d'actions dissidentes.
Et donc, voilà, dès qu'il y a une tête qui dépasse, ils essayent de la couper. Vous avez parlé de totalitarisme, donc on peut parler de soft totalitarisme. Pourquoi soft? Totalitarisme doux parce que pour l'instant, c'est... voilà, on n'interne pas, on parque pas dans des camps. Il y a eu des appels à la déportation des Russes par un ancien de l'OTAN là récemment. Donc non, la dérive est totale. Il y a eu les comptes bancaires fermés. Oui, le gel, il y a l'interdiction de territoire. Il y a eu des chaînes, des médias qui ont été censurés. Ça fait beaucoup quand même. Donc le soft. Mais peut-être qu'on va vers le totalitarisme dur. Mais je pense qu'on est déjà dans un totalitarisme, mais qui est doux et qui ne dit pas son nom et qui est la démocratie. Ouais, j'aime bien ce terme pour qualifier un régime qui est démocratique, enfin en tout cas qui a l'appellation de démocratie, mais qui, dans la méthode, est en fait autoritaire et dictatorial. J'ai une question pour Slobodan, en fait, parce que par rapport à la dérive totalitariste, il y a aussi la question de la situation en Ukraine, évidemment. On voit bien que tout vient de là et que l'accélération vient de cette guerre en Ukraine avec l'idée que l'OTAN, l'Union européenne, ne peut pas perdre. Et donc, il faut tout faire pour expliquer que la défaite ukrainienne n'en est pas une, et donc quitte à aller à l'escalade. Est-ce qu'aujourd'hui, les responsables européens, même s'ils n'ont pas d'énergie, pas de ressources naturelles, pas d'armes, sont prêts à l'escalade? Et est-ce que c'est ce qu'ils veulent, ou bien est-ce que c'est du bluff? Alors, d'abord, je me permets de contester le début de cette présentation, de cette introduction. Ça ne vient pas de la guerre d'Ukraine. Tout confluait déjà vers la guerre d'Ukraine. Oui. Donc la guerre d'Ukraine n'est pas une cause, mais une conséquence, selon moi, parce que ça fait quand même un moment que je j'observe toutes ces choses-là. Dès que les troubles ont commencé en 14, enfin fin 2013 en fait, en Ukraine, il était évident que si ce coup d'État, parce que c'était un coup d'État violent, réussissait, on allait avoir une déstabilisation qui allait faire remonter des vieux stéréotypes de confrontation avec la Russie, puis avec l'URSS. À l'époque, donc avant tous ces événements, à l'époque, donc en 2014, j'avais écrit un essai un petit essai qui a pas mal circulé, qui s'intitulait le syndrome Tolstoïevski, où j'observais déjà que le problème de l'Occident, de l'Europe de l'Ouest avec la Russie, c'était pas un manque de volonté de savoir, mais un excès de volonté de ne pas savoir. Ouais, clairement, oui. Donc, déjà à l'époque, il fallait fermer les rideaux, faire taire ceux qui faisaient résonner une autre voix. Ensuite, il y a eu cette guerre, mais je vous rappelle aussi qu'en 2022 déjà, donc dès que la guerre a commencé, il y a eu 2 journalistes européens qui ont été frappés de sanctions, non pas par l'Union européenne, mais par leur propre pays. L'une, c'est Alina Lipp, qui est une jeune journaliste allemande, dont on a aussi bloqué les comptes. Et l'autre, c'était Graham Phillips, qui était un journaliste britannique, avec des mesures qui sont absolument des mesures policières. Oui. Donc, tout de suite. Pourquoi? Pas parce qu'ils avaient colporté des mensonges, simplement parce qu'ils faisaient leur travail, mais du mauvais côté de la ligne. Uniquement ça. Donc, c'est vraiment casser le thermomètre. Mais cette nécessité, ce besoin de casser le thermomètre ne remonte pas à 2022, en février 2022. Je veux dire, j'allais dire, ma vie d'adulte, j'observe, moi qui suis né dans un système socialiste est-européen, je vois la course à la bolchevisation de l'Europe de l'Ouest. Enfin, toute ma vie d'adulte a été ça, quoi. Donc rien ne m'étonne. Pour ça que j'ai fait cette chronique des temps, pour dire, mais attendez les gars, tout ça on l'a déjà vu. Pas de nouveau, ouais. C'est pas nouveau. Bon, on va passer maintenant à la nouvelle rubrique, on va aborder encore tous ces sujets. Le grand déballage, allez. Chers amis, c'est la séquence du grand déballage avec Slobodan Despot. On a déjà un peu empiété, mais il y a plein de choses. Mais avant toute chose, on présente bien sûr le livre des 10 ans de l'Antipresse. Chers amis, voilà, je vous invite bien entendu à vous le procurer. On peut se procurer, Slobodan, ce livre-là Sur antipresse.net, sur notre site. Eh bien voilà, donc c'est les 10 ans rapidement, ce livre-là. Quelle est la genèse ? Eh bien, tout simplement, ça fait 10 ans que l'Antipresse existe et que toutes les semaines, tous les dimanches matins, nous livrons notre grain de sel sur les événements. C'est une publication qui a pour vocation
non pas d'ajouter au bruit, mais plutôt de faire baisser le bruit et d'extraire le sens des choses, selon le mot d'ordre que j'ai retenu dès le début de Victor Hugo, de voir dans les choses plus que les choses. Et nous sommes donc un média de format moderne, mais d'expression écrite. Ça fait donc 10 ans, pratiquement 5000 articles, 5000 essais, pas des petits articles, pas des brèves, 5000 articles de fond qui n'ont été disponibles que pour leurs abonnés au format électronique. Et maintenant, pour la première fois, il y a une toute petite sélection, environ 1% de tout ce que nous avons fait, 1%, qui est paru sous ce format de livre pour qu'on puisse un petit peu prendre connaissance de cette énorme entreprise qui est une chronique des temps sur abonnement, mais qui a une constance. Enfin, je veux dire, je suis obligé de le dire, on n'a pas raté un dimanche, on ne s'est pas répété une fois. On n'est même pas un service public. Le service public, il fait du réchauffé en été. Nous, on fait que du chaud. Hein. Que du chaud. Que du vrai. Que du frais. Ça me pose la question, bien entendu, là-dessus, sur le journalisme, cher Slobodan, parce que c'est une vraie question de fond. Aujourd'hui, c'est une question centrale sur l'information des citoyens. On le voit bien, et la propagande, tu as parlé de l'audiovisuel public notamment. Est-ce que le journalisme contemporain est-il devenu incapable, à un moment donné, du temps long, de la réflexion du temps long? Je parle des médias de grand chemin, bien entendu. Je ne parle pas de l'antipresse, qui se positionne bien autrement. Alors, je pense, ayant connu un tout petit peu la profession, l'ayant fréquenté ici ou là, que ce n'est pas le problème du temps. Il y a des gens qui prennent énormément de temps pour pondre de la merde. Donc, et il y a des gens qui font très vite de très bonnes analyses. Le problème, c'est la sélection. Le problème, c'est qu'on a eu, dans ce domaine comme dans d'autres, une sélection qui est une sélection de complaisance. Ouais. C'est une sélection de la conformité, de la complaisance, du calibrage. C'est-à-dire, il faut surtout pas que tu dépasses. Moi, je me souviens que au temps de mes études, j'ai quand même vu un peu passer tous ces gens-là. Et tout d'un coup, je vois un tel ou une telle qui se retrouve chef de rubrique dans une télévision ou dans un journal, puis je dis « Ah non !» Non, mais un très bon... C'est de la sélection naturelle. Non, mais très bien, comme boulanger, ou comme livreur, ou comme, je sais pas, un métier manuel lui aurait été. Mais le gars, il n'est pas à sa place. Ouais. Mais est-ce que... moi, il y a une question qui m'intéresse justement par rapport à ce que tu disais sur le fait d'avoir vécu sa jeunesse dans un satellite de l'Union soviétique. Quelles leçons on a à recevoir justement de ces régimes-là, de la chute de ces régimes? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des points sur lesquels on pourrait appuyer pour aller plus vite et se débarrasser de ce progressisme qui tend vers la soft totalitarisme, mais dangereusement présent quand même. Est-ce qu'il n'y a pas là une méthode qu'on pourrait utiliser? Il y a la méthode Julius Evola. Evola disait il faut chevaucher le tigre, c'est-à-dire si le phénomène est emballé, il faut lui monter sur le dos et l'aiguiller et encore le pousser. Il faut qu'il aille. C'est un peu ce qui se passe tout seul. Là, il n'y a pas besoin. Et je pense qu'on ne peut pas le freiner non plus. Non, là, c'est parti. On ne peut pas le freiner et, disons, le fouetter, le cravacher, c'est pas la peine. Donc la seule chose qu'on puisse faire, à mon avis, c'est de se mettre un tout petit peu en retrait, se verser un bon whisky et observer. On va avoir des problèmes. On va vraiment avoir des problèmes, je t'assure. On va avoir des problèmes avec les gens. Le whisky, non, je rigole. Pardon. Non, je rigole, je plaisante. Un thé vert. Un petit thé vert ira très bien. Wok aux agrumes. Aux agrumes wok, du bonheur. Ou un rooibos. Voilà. Et donc, le temps de recul, d'accord, mais... Oui. Alors, quelque chose qui est spectaculaire dans le journalisme. Deux choses qui sont spectaculaires. D'abord, aucun recul. Moi, j'essaie toujours... C'est pour ça que nous sommes hebdomadaires, alors que tout ce qui est sur Internet publie au fil du temps. Et nous, on ne publie que le dimanche matin. Il n'y a rien entre deux. C'est parce qu'on se dit, attends, jusqu'à dimanche, on a le temps de réviser. On a le temps de réécrire. Ou bien on a le temps de renvoyer cet article si on n'a pas les bons éléments. Nous, on prend vraiment tout le recul nécessaire, alors qu'on est à peu près une chronique des temps. On ne parle pas de choses du XVIIIe siècle. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, chez beaucoup de journalistes, aujourd'hui, passe pour un luxe. C'est un luxe. La deuxième chose qui frappe, ici en Europe, plus qu'aux États-Unis, c'est que, autrefois, le journalisme, c'était, comme d'ailleurs l'écriture romanesque, c'était une affaire d'auteur. Oui. C'était une affaire de personnalités qui avaient leur culture, leur signature absolument reconnaissable. Je veux dire, Henri Béraud, c'est quelqu'un.
les grands écrivains étaient reporters. Les reportages de Simenon à travers l'Europe, d'ailleurs l'Europe qui était en crise juste à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, ça vaut la peine de relire Sa Majesté la Douane, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, il y a un grand reportage dans toute l'Europe de Simenon. Ce sont des observations d'auteurs. Et ce sont des résumés d'auteurs. Et c'est une synthèse qui est faite par quelqu'un qui sait écrire et qui sait penser. Des gens qui ont vécu aussi. Hein, et des gens qui ont un vécu. C'est ça. Là, aujourd'hui, on a une profession qui est absolument la première à pouvoir être remplacée par les intelligences artificielles, qui sont un oxymore dans le titre. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est là le problème. Et en plus, quand vous avez un peu affaire à eux, et que vous soulevez vos objections quant à leur manière de travailler, ils vous répondent en rajoutant. Ils veulent encore être plus uniformes, être encore plus transparents, encore plus méconnaissables syntaxiquement, stylistiquement, et surtout, évidemment, pour le plan des idées. Il ne faut pas que quelqu'un ait je trouve quand même le plus tragique, c'est à la fois journalistiquement parlant, mais politiquement parlant, c'est la lâcheté. Les gens qui ont peur de prendre la parole, alors que leur métier, justement, c'est de les autoriser à prendre la parole. Et c'est de plus en plus difficile et réduit. Eh bien, ces gens-là qui ont le droit à la parole ne la prennent pas, ou la prennent pour faire de la propagande. Ça, c'est quelque chose que je ne pardonne pas. Et je trouve que... Est-ce que là, il n'y a pas quand même un vrai problème structurel ? Alors, il y a le casting, le fait de choisir les pires et les plus courtisans, les plus serviles. Mais derrière, est-ce qu'à un moment, on peut sortir de ce système-là, ou est-ce qu'il faut attendre son effondrement, comme tu disais, en sirotant un thé vert ? À mon avis... la dureté des temps nous fera sortir de ce système. Parce que quand même, le système dont nous parlons aujourd'hui est le produit, en Europe de l'Ouest en tout cas, de ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Oui. Je veux dire, jamais nos ancêtres n'ont vécu avec le confort qui a été le nôtre, ou celui de la génération juste avant. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Je ne juge pas cette époque d'une seule pièce. Évidemment que je veux dire, du point de vue d'un vieux sénateur romain, on est des ramollis. J'allais utiliser une autre expression, mais nous sommes à l'antenne. On est des ramollis. Donc, on devrait coucher à la dure, on devrait participer aux travaux des champs, on devrait se nourrir de racines. Mais est-ce que, justement, c'est à l'image des leaders, quand on voit Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, ils sortent tous du même moule. On ne peut pas parler là non plus de guerriers ardents, de gens qui ont quelque chose à dire. On a l'impression de spectres désincarnés qui racontent à peu près tous la même chose et plutôt des conneries. Oui, c'est ce que j'appelle des spectres, moi aussi, cartilagineux. Oui, il n'y a pas d'os, il y a des cartilages. Et d'ailleurs, cette description m'a fait penser à l'époque où, pour gagner ma vie en tant que jeune étudiant, j'arrosais des plantes tropicales dans une serre. Et là, ça avait ce type de mouvement que j'ai retrouvé, ce type de mouvement que j'ai retrouvé chez certaines personnes. Et il y avait aussi cette caractéristique que ces plantes étaient très réactives aux substances qu'on leur versait dessus. Tout d'un coup, elles se reprennent. Donc il y a une très grande similitude. Il y a un univers botanique à étudier dans la politique d'aujourd'hui. Ouais. Gabriel Decroix, un mot à ce sujet-là. Enfin, alors, pas peut-être les plantes botaniques, mais du moins sur le sujet que nous abordons. Ce que vous me dites là sur la manière dont sont nos dirigeants, nos contemporains, c'était Mathilde Panot, alors que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, qui avait dit à l'Assemblée nous sommes dirigés par des invertébrés. Donc je dois lui reconnaître cette lucidité, ce beau diagnostic. Voilà. Après, quelle était votre question Sur la question du journalisme, sur la question de l'engagement, sur la question effectivement de s'engager, et de prendre position. Il y a l'autocensure évidemment, parce qu'il y a le tribunal médiatique qui amène à se censurer avec la disgrâce publique. Et puis aussi les condamnations. Les procédures bâillons. Puis les vraies procédures judiciaires avec des magistrats qui sont acquis à la cause
Oui, ça, on l'a vu. Des rouges, quoi. Et ça va au-delà de ça, parce qu'il y a même tout un système en fait, de commissaires politiques qui a été mis en place, les fact-checkers. France Info, qui avait invité Aurore Berger, qui faisait la liste de tous les complotistes qui relayaient la colère des paysans en disant « Regardez, c'est des comptes d'extrême droite et anti-vax, et c'est de l'époque du Covid ». Donc il y a des listes, clairement. Et récemment, Béatrice Rosen, l'amie Béatrice Rosen qu'on soutient. C'est elle que je pense, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a d'autres, puisque clairement, la liste est faite. Vous avez des commissaires politiques qui sont là pour faire de l'assassinat social en disant attention, ces gens-là sont infréquentables, n'y allez pas, c'est pire qu'une vache avec la DNC. C'est quand même impressionnant de voir ce système aussi de censeurs officiels, sponsorisés par le régime, le fonds Marianne et d'autres. Et là encore, c'est repris par les journalistes du système. Et tout ça s'auto-entretient avec quand même une majorité de la population qui croit encore à ce système-là et qui dit « Ah oui, il ne faut pas trop que j'aille voir ces gens-là, ils sont un peu sulfureux, pour ne pas dire infréquentables ». Mais c'est vrai, en fait, on a vraiment un problème qui est à la base un problème d'effondrement moral. Bon, ça fait un peu plan-plan vieux schnock de dire ça. Mais sénateur romain, quoi. Mais je veux dire, notre civilisation commence avec Antigone, qui va se dresser toute seule contre un tyran, parce que le tyran n'a pas voulu donner une sépulture à son frère, qui était son ennemi, et qui lui dit, le tyran Créon, qui dit « Oui, mais enfin, quand même, la raison d'État m'impose ». Et Antigone, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Il dit « Mais il y a des lois au-dessus des lois ». Et une civilisation, qui est une civilisation debout, ne fonctionne que sur les lois qui sont au-dessus des lois. Lorsque la civilisation commence à ne se fonder que sur des lois écrites, elle est finie. Surtout des lois de plus en plus folles, qui sont folles. La petite musique qui accompagne la fin du régime. Voilà. C'est vraiment ça. Mais voilà. Aujourd'hui, on a quand même tout sous les yeux pour voir qu'il y a un emballement, il y a une folie. Tu parles de secte, mais on peut parler de secte parce qu'il y a un déni du réel, il y a une idéologie millénariste jusqu'au boutiste, suicidaire, particulièrement quand on voit l'économie allemande. Et tout ça est fait avec des gens qui continuent, qui ne veulent pas s'arrêter et qui font en sorte de n'avoir personne sur leur chemin qui pourrait les arrêter. Alors, c'est une secte dangereuse parce que d'habitude, les sectes sont combattues, elles sont plutôt microscopiques. Là, on a l'impression qu'ils recrutent encore et qu'ils ont les moyens de faire taire les oppositions. Alors, je vais être obligé de vous précipiter dans des perspectives historiques interminables, un tunnel. Ouais. Non, pas de tunnel, c'est bon, s'il te plaît. Non. Un tunnel historique. Pas ici, parce que c'est pas possible. Je mettrai fin au tunnel très rapidement. Oui, essaye. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre manière à nous, on regarde les choses de très très loin. Au Moyen-Âge, l'Europe a été confrontée exactement à la même secte. C'était la secte des cathares. Des gens qui étaient prêts à flanquer la société et l'humanité en l'air, y compris eux-mêmes, parce qu'ils croyaient que le monde dans lequel ils vivaient n'était pas le bon, il n'était pas bien fait, il faut le casser et recommencer. Et là, à l'époque, les pouvoirs séculiers et ecclésiastiques se sont opposés avec la dernière énergie à cette secte parce qu'ils avaient l'intuition, les uns comme les autres, que si on la laissait faire, elle amènerait la société et les individus au suicide. Et si on regarde aujourd'hui les messages qu'on reçoit dans la culture de masse, que ce soit Netflix, que ce soit la musique pop, etc., entre parenthèses, je fais partie, je pense, des très rares personnes qui, depuis toujours, ont voulu comprendre jusqu'au dernier mot de toutes les paroles, de toutes les chansons populaires en anglais. Mais je le fais tout le temps. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas devenir fou ou me pendre. Je ne sais pas. Il doit y avoir une santé. À ce propos-là, parce que c'est marrant sur la pop culture, il y a la pub Intermarché avec le loup qui utilise la chanson Le Mal-Aimé parce que le loup est végétarien, etc. Oui. Ça aussi, ça en dit long sur le mal-aimé, sur l'inclusivité, etc. Voilà. Des milliards de vues sur cette pub avec un loup qui va mourir puisqu'il ne peut pas être végétarien, un carnivore. C'est quand même impressionnant que même dans ces petits messages positifs, on a le suicide. C'est tout. En fait, toute la culture véhicule ce message-là. Ouais. Il faut être dans une contre-culture, dans une culture malheureusement minoritaire, et en plus active, c'est-à-dire consciente d'elle-même. Parce que cette culture-là n'est pas consciente d'elle-même. Ce que véhiculent vos gosses dans leur autrefois c'était des appareils à cassette, maintenant c'est les podcasts, les podcasts et tout ça, ou TikTok, c'est vraiment des messages d'autodestruction à
plusieurs à la minute. Et ça, c'est encore beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus influent, beaucoup plus pénétrant, même que les décisions politiques ou les lois. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Plus insidieux alors. C'est beaucoup plus insidieux. Ouais. Les gens se demandent pourquoi ils sont déprimés, pourquoi ils n'ont pas envie de faire des gosses. Mais enfin, je veux dire, depuis votre naissance, combien avez-vous reçu de messages, allez, je vais dire, solaires, et combien de nocturnes? Ouais. C'est ça. Ça dépend, il faut faire le tri. Bon, alors déjà, une question au public, vous n'êtes pas suicidaire, hein, ça va? Personne n'est suicidaire? Voilà. Je profite puisque, Oui, justement, en étant public, Oui. je profite pour dire que je ne suis pas suicidaire. Voilà, c'est important. Attention. Merci, voilà, c'est dit. Voilà, C'est dit sur la générale. Vous l'aurez entendu ici. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Voilà. Bon, bah, très bien. C'est l'heure de l'appel du château. Généralement, on reçoit un coup de fil. Allô? Oui, bonjour monsieur le conseiller. Ah, vous regardez l'émission vous aussi? Oui, bon alors écoutez, c'est vrai, on a invité un dangereux personnage, j'avoue, mais non, il n'est pas si méchant. Alors, on me dit qu'on ne peut pas parler de totalitarisme concernant la politique de progrès et d'ouverture d'Emmanuel Macron. Donc oui, ça, on le prendra en compte, évidemment. Non, mais on n'a pas dit ça non plus. Non, mais bien sûr qu'Emmanuel Macron n'est pas une tragédie et que c'est un leader solaire et lumineux. Oui, c'est vrai. Concernant les propos anxiogènes, il trouve que c'est totalement faux de faire un parallèle entre la chute de l'Union soviétique et l'Europe actuelle. Alors ça, j'aimerais justement qu'on en parle. Je vous rappelle, monsieur le conseiller, parce que c'est... Merci, c'est toujours important d'avoir votre avis. Vous saluerez Brigitte de ma part. Bonsoir, au revoir. L'URSS, c'est l'UERSS. Ouais. On en parle souvent, on fait souvent le parallèle. Est-ce que c'est une Mais je erreur? crois que monsieur le conseiller a raison. C'est vrai? Pour une fois qu'il a raison. Ouais, pour une fois qu'il a raison. Il a tout le temps raison. Il a tout le temps. Oui, pardon. Il a pleinement raison, il faut le dire et le répéter, parce que j'aimerais bien que cette émission tourne un petit peu, qu'il y ait plus d'un seul passage. Donc, oui. Voilà, donc monsieur le conseiller a raison. On ne peut surtout pas comparer la chute de l'UERSS avec la chute de l'URSS. La chute de l'UERSS est beaucoup plus grave. Vraiment. Oui. Ouais. Parce qu'il n'y a rien derrière et il n'y a pas d'ailleurs. Eh oui. L'URSS, quand elle s'est effondrée, les gens avaient l'idée d'un ailleurs. Les gens se disaient... L'Ouest. Ouest, voilà. Il y a moyen de vivre libre, hein, d'avoir sa petite famille, sa petite voiture, ses petites vacances, de se déplacer où on veut et quand on veut. Ce système où nous sommes s'effondre, tant mieux, nous avons un avenir de rechange. Les gens d'Europe de l'Ouest, dans une espèce d'énorme paradoxe suicidaire, énorme paradoxe suicidaire, vivent dans l'idée qu'ils sont à la fois dans le meilleur système qui existe et qu'à la fois, il n'y a pas d'avenir. C'est quand même extraordinaire. C'est impressionnant. Mais, parce qu'il faut... c'est vrai. Non, mais Sur la question des messages suicidaires de l'avenir, il y a quand même, quand on voit d'ailleurs le délire climatique de l'Union européenne, qui est maintenant le seul petit îlot qui fait le délire sur le carbone, etc. Tout le monde a lâché. Trump a dit non, le pétrole, c'est le dollar c'est le pétrole, on va arrêter avec le carbone, c'est de la merde. L'Europe continue, accélère. Là, on a eu encore un commissaire européen sorti d'une manche qui a dit « C'est super, on a notre plan de décarbonation de l'industrie européenne, blablabla », avec des mots-clés de McKinsey, etc. Tout le monde, le reste du monde, n'en a mais alors plus rien à faire. Les Chinois ont pris de l'avance sur l'électrification, etc. Les Américains, eux, font du pétrole comme d'habitude. Et les Européens ont décidé, eux, de ne plus rien faire, enfin de faire en sorte que on soit tous... dans une petite maison en carton sur un trottoir à manger des cafards. Parce que ça, au moins, ce sera un bilan carbone neutre. Oui. Mais là, on revient à la secte. Ça, c'est du catharisme pur. C'est-à-dire que tant qu'il y aura encore une molécule de CO2 quelque part dans l'atmosphère, on va continuer. C'est pas la peine de leur expliquer que sans le dioxyde de carbone, ces plantes, qui d'ailleurs sont en plastique. Oh, mais non, ce modèle, il fallait pas le dire.
Non, notre partenaire va pas être content. Oh là là, Ah mais si, mais mon Dieu. c'est le parallèle avec les dirigeants et la botanique. C'est en plastoc, Les ouais. plantes en plastique. Ouais, c'est comme le Conseil européen, c'est en plastoc, c'est pareil. Donc en fait, non, on reprend. Cette plante est conforme au plan. Elle va survivre sans le dioxyde de carbone. Si elle était naturelle, elle ne survivrait pas sans le dioxyde de carbone. Mais, je veux dire, tous ces gens qui prêchent ça, Al Gore, vous vous souvenez le film Al Gore, oui. Bon, maintenant, si on se le repasse, on Paris rigole. devait être sous les eaux, je crois, en 2000. Voilà, Barack Obama qui se construit sa résidence pied dans l'eau, tout en annonçant que ça va monter, n'est-ce pas Mais enfin, d'abord, on se demande, est-ce que ces gens se moquent de nous ou est-ce qu'ils se moquent de nous? Ça, c'est une vraie question. Non, mais on ne sait pas, peut-être que non. Alors avec Epstein, avec les mails quand même dans l'affaire Epstein, etc., on voit qu'ils se moquent quand même globalement de nous et qu'ils nous traitent comme du bétail. Hein. Oui, ça c'est vrai. Là, il faut bien dire que Wikileaks nous a rendu un fier service depuis longtemps, mais personne n'a la patience de lire ces mails. Moi, je les ai Puis lus. les médias font pas le boulot, Slobodan aussi. On aurait pu avoir des sujets intégraux. Là, tu les grands Ils sont médias. pas là pour faire le boulot. Ah, mais c'est vrai, mais mince, j'avais oublié. Ils sont là pour empêcher les gens. Oui, c'est un pour. Gabriel, vous voulez Je réagir? voulais réagir par rapport à l'écologie et politique. Le dernier sommet, c'était la COP25, je crois. 27, Au Brésil. C'était au Brésil, ouais. Oui, il y a justement, il y a eu. Il est ressorti qu'en fait, on avait fait trop d'efforts pour pas assez de résultats, pour essayer de réduire les émissions de carbone, et que finalement, il faudrait davantage se tourner vers la réduction des émissions de méthane. Vaches, les vaches, ouais. nos ennemis, les vaches. On y est Nos justement, ennemis, et les vaches. c'est peut-être pour ça que il y a un tel zèle à tuer des. Il y a un troupeaux rapport de la Cour des vaches, comptes en France de 2023 De mai 2023, qui montre qu'il faut absolument réduire le cheptel français, et pour le climat, et parce que les Français mangent moins de viande, et que c'est très bien comme ça. Et on voit d'ailleurs que c'est un projet. Il y a eu les Pays-Bas avant la France. Oui, il y a 3 ans. C'était d'une violence sans nom contre les éleveurs. Oui. Donc il y a quand même un projet global de dire, voilà, vous devez arrêter Alors, avec je les me vaches. permets, on va passer à la prochaine séquence. Attends, mais il voulait dire quelque chose. Alors, Juste- rapidement, mon cher Juste, Slobodan. très vite, c'est que on a ce paradoxe qui est comique, c'est qu'effectivement, on est une toute petite partie de l'humanité qui prend des mesures qui n'ont de sens que si elles sont globales et planétaires. Ça marche pas? Et quand vous leur posez la question, parce que j'ai eu des confrontations avec des activistes dans ce domaine, va en parler dans un instant. des scientifiques. Et je leur dis, mais vous allez faire comment pour persuader les Chinois de faire comme vous? Ou les Indiens? Vous êtes allés en Inde? Vous avez vu ce qu'ils font, le milliard d'Indiens? Où est-ce qu'ils font? Où ils font ce qu'ils font? Ouais. Vous avez vu ce qu'ils font? New Delhi, c'est irrespirable de pollution, par exemple. Donc comment vous allez faire pour leur expliquer? Ah, mais nous allons montrer l'exemple. Voilà, Très montrons bien. l'exemple. En tout cas, nous, Montrons on va le l'exemple. montrer l'exemple. On va mais continuer dans l'émission parce que là, chers amis, on parlait de dépeuplement. Et bien, c'est justement l'heure des comptes, les amis. Allez. Chers amis, merci d'être sur la Générale. Partagez, likez, merci beaucoup. L'heure des comptes, une fois n'est pas coutume, on va ressortir une séquence dont le héros principal, c'est Slobodan Despot. On la regarde ensemble et on la commente après. Et Monsieur Lévy, j'ai juste une recommandation à vous faire. Vous cherchez une stature de sauveur, de rédempteur, mais enfilez un gilet jaune. J'ai passé l'âge de me chercher. Vous voulez combattre la dictature, enfilez un gilet jaune. Mais Karl Lagerfeld l'a déjà fait, il ne va pas en plus s'y prendre la mettre. tête d'une vraie manifestation, on vous tirera dessus à balles réelles, fût-elle en caoutchouc, vous ne risquerez que de perdre un œil, et à ce moment-là, vous entrerez enfin dans l'histoire comme vous rêvez de le faire, parce que jusqu'ici, vous n'avez pu prendre que des tartes à la crème. Au moins, joli. Bravo. Alors, Slobodan, c'est rigolo parce qu'en préparant cette émission, cette séquence, elle ressort sur les réseaux depuis quelques jours. Et elle était sur la RTS. Là, BHL, quand même, il y en a un qui a dit que tu l'avais coupé. Je reprends le tweet d'un tweetos, notamment, en disant que tu avais coupé BHL, notamment. Tu l'avais. C'était pas mal, notamment. Je ne l'ai pas interrompu. Ouais. Je ne l'ai pas interrompu, non. Il était venu, c'était en 19, je crois, il était venu faire la promotion de 2 pièces de théâtre sur le pro-européenne. Hôtel Europe. Hôtel Europe, Ah oui. dont deux représentations étaient prévues en Suisse. Alors la télévision de service public suisse lui a déroulé le tapis rouge pour qu'il puisse venir faire la promotion de ces 2 pièces de ces 2 représentations. Et finalement, elles ont été toutes les 2 annulées parce que personne n'y est allé. C'est ça. ouais. Moi, je l'ai vu. J'ai vu Hôtel Europe parce que j'étais invité. Oui. Et c'était Jacques Weber qui était dans le rôle titre, qui jouait BHL, puisque BHL après jouait le rôle. Hein. Mais et il se mettait à poil, il se mettait dans une baignoire. Il y avait quand même de l'effort. La salle était à moitié vide et il devait y avoir 3 mois de représentation. Ça a duré 2 semaines. Voilà. Et c'est tragique. Je veux dire, moi, ça me dérange un peu que
cette séquence, elle ressurgit, elle tourne, enfin tout ça. Toute l'émission en question est intéressante parce que ce qu'il dit et la manière dont il le dit, c'est vraiment une illustration de tout ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire enfermons-nous dans notre petit monde. Hein. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on a l'impression que j'ai fait de la polémique. J'ai pas du tout. Ce que je lui ai dit était au premier degré. C'est-à-dire que j'ai une véritable compassion, moi, pour Bernard-Henri Lévy. C'est un homme... Non mais si. Mais quelle grandeur d'âme, ce bonhomme, quelle grandeur d'âme, c'est pour ça qu'on... T'allais un peu loin. Toi, si vous vous rappelez ce film avec Pierre Richard qui s'appelait Le Jouet? Oui. Ben, Richard faisait le jouet pour un gosse de riche. Le gosse de riche, c'est BHL. C'est quelqu'un qui est né sans avoir jamais besoin de travailler, fils d'un magnat de l'exploitation de bois précieux, c'est-à-dire d'un oligarque colonial, qui lui laisse une énorme fortune, qui lui permet de développer et de financer des idéologies maoïstes, gauchistes, néoconservatrices surtout. Peu importe. Les nouveaux philosophes, c'était quand même une tête de pont de la CIA. En plus, mais il a toujours eu besoin, et c'est pour ça qu'il faut regarder ce que font les gens du point de vue de leur motivation intérieure, et non pas des idées préconçues qu'on a. Oui, alors évidemment, c'est le porte-parole de la CIA. Mais la motivation intérieure, c'est « je veux exister ». Je veux exister. Et moi, j'ai senti le besoin de cet homme d'exister absolument, ne serait-ce que durant les 45 minutes de cette entrer dans l'histoire, c'est ce que vous dites. Hein. Et pas seulement pour les tartes à la crème à chaque fois qu'il sortait. Et qu'il donne une fois un vrai... Parce que ça, c'était chouette. Quand Noël Godin l'entartait, tu disais, au moins, il sert à quelque chose, BHL. Maintenant que plus personne l'entarte, il sert plus à rien, c'est triste, c'est chiant, c'est nul. Et même lui, ça doit le déprimer. Mais je pense, parce qu'il y a plein de vidéos où il était fier, il disait « Ah, merde !» Tu vois, il y en avait partout. Mais là, si quelqu'un entartait BHL, il finirait en garde à vue, il prendrait un an de tôle. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est très risqué. C'est plus le même régime. Hein. Non. D'ailleurs, en parlant de régime, on va voir une vidéo merveilleuse. Et puis en parlant de ville intérieure aussi, on va voir Aurore Berger ouvrir des huîtres. Vous allez voir. Et Xavier Bertrand faire des tamponneuses. Et Xavier Bertrand faire des tamponneuses. Vous allez voir ça. C'est méga triste. Voilà ce qu'on a pour 2027, concrètement. Et il y avait Burger King, hein. J'avais Bertrand, il en avait refait parce qu'il faisait le Burger King avant l'auto-tamponneuse. Il fait. Ouais. Slobodan, ton regard, cette politique française, peut-être que c'est pareil en Suisse, je sais pas. Mais ici, nous, on a ça. Je sais pas ce qu'on a en Suisse. Il y a encore moins que ça. C'est-à-dire que ça n'existe pas là. Autant que ça, quand même. Il n'y a pas d'huîtres. Ah oui, non, si. Il n'y a pas Aurore Berger non plus. Oui, il n'y a pas Aurore Berger. Et là, vous perdez quelque chose. Non, mais je veux dire, ici, vous avez la marée nationale, je veux dire. Oui. Nous, on doit importer les huîtres, donc c'est plus luxe. Donc, en même temps, on s'attend à ce que les Français, en général, de naissance, sachent ouvrir les huîtres. Il y a des accidents. D'ailleurs, dans le public, qui sait ouvrir les huîtres? Oui, qui sait ouvrir les huîtres dans le public? Qui sait ouvrir les huîtres? D'accord, ok, on est quand même pas, on est sur moite-moite, hein. Ouais, non, mais c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas évident, sinon ça finit aux urgences et les SOS mains après. Ça prend. Ouais. Donc voilà, c'est quand même ces séquences, ce sont incroyables. On en a pris 2, on aurait pu en prendre 10 parce que c'est tous les jours comme ça, tout de même. C'est l'effondrement total. Et c'est prendre les gens pour les abrutis en plus, parce que c'est penser qu'à un moment donné, le citoyen, l'électeur, va arriver à porter quelques crédits à quelqu'un qui ouvre des huîtres ou qui fait l'auto-tamponneuse. Alors c'est le problème de leur propre compréhension du monde, c'est-à-dire que vous avez une fonction sacerdotale pratiquement quand vous êtes responsable politique, dans n'importe quelle société, quelle qu'elle soit. C'est une fonction qui exige une certaine dignité, une certaine distance. Et là, tout ce qu'ils veulent, c'est faire croire, et en plus c'est tellement peu convaincant, faire croire qu'ils sont comme tout le monde. Ils ne doivent pas être comme tout le monde. Un magistrat ne doit pas être comme tout le monde. Il ne doit pas être vu en train de partager le bout de gras avec l'avocat de la partie adverse. Le journaliste ne doit pas être vu en train de manger avec un ministre, etc., alors que tout le monde veut être copain avec tout le monde. Et c'est vraiment une entropie sociale. C'est une entropie, c'est-à-dire que ceux qui devraient être au-dessus de la mêlée ou en dehors se mettent dedans, alors qu'en même temps, il y a des couches entières de la population qui sont tout simplement plus en jeu. Elles n'existent pas.
Oui, c'est effondrement. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut quand même l'observer. Il faut prendre son thé vert et continuer d'observer ces choses. C'est bon. Gabriel, rapidement là-dessus. Juste, est-ce que vous pourriez situer à quel moment était cette petite Cette semaine. course C'est intemporel. Il n'y a pas longtemps. La semaine dernière, il a mis ça. C'est pour les municipales. Donc il lance sa campagne présidentielle, donc ça y est, c'est parti. Quoi. C'est peut-être pour... C'est monsieur 17%. Non, mais je parle d'Aurore Berger. Hein. Oui, c'est pareil. C'était peut-être pour se vider la tête. Après, c'était il y a 2-3 semaines. Elle a été chahutée. C'était au Palais des Sports lors d'une grande soirée du JDD où elle a été j'avais vu les séquences. Chahutée parce que elle était face à Claire Géronimi qui disait qu'elle avait je me souviens de cette n'avait rien fait après le et là encore une fois après le viol en public tranquillement en disant que c'était pas vrai alors que elle était prise la main dans le pot quoi. Eh ben voilà. Allez. Bon. Eh ben alors. C'est la minute mainstream. C'est la minute mainstream. C'est beau de se glisser dans ses habits, soyeux. C'est ça, c'est bien fait ces habits. Plaisir. Nicolas, de quoi parlons-nous cette semaine? Nous parlons des vaches. Moi, tu sais, je suis devenu végétarien. Je ne mange plus de viande et je trouve que c'est une bonne chose de dépeupler le cheptel. Et peu importe que ces agriculteurs pro-russes vocifèrent et balancent du fumier sur les préfectures, j'espère qu'ils finiront en garde à vue. Ah ben, bien sûr, je pense que le préfet de l'Ariège d'ailleurs a eu la bonne technique, la bonne réponse. Parce que rappelle-toi, ce préfet dans le Pas-de-Calais qui s'est permis de faire marcher le petit chef suprême, notre petit chef suprême, ce petit bonhomme, 500 mètres sous la pluie, il a été démis. Et grand mal lui en a fait, donc l'émérite préfet de l'Ariège, lui, a pris les choses en main, et les pro-russes, les bots, les proxys, tous les casseurs, l'extrême gauche, c'est tout qui est zoné dans cette ferme, eh bien je trouve qu'à un moment donné, il fallait les dégager. Voilà, donc bonne solution. Très bonne solution. Aussi, je trouve qu'Emmanuel Macron gère très bien cette fin de mandat en choisissant les priorités, et c'est vrai que l'ingérence russe est partout. Ah oui, partout. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as fait un audit du nombre d'ingérences que tu peux avoir dans ta vie, mais une ampoule qui claque. Il y avait une panne d'électricité récemment dans les locaux. Est-ce que là, il n'y a pas la main russe qui est systématiquement derrière chaque emmerdement du quotidien? Je suis allé dans un marché de Noël ce week-end, et là, je vais dans une petite boutique artisanale, Alexis Poulain. Une petite boutique artisanale d'un petit village hérolté de rien. Et là, je vois des poupées russes. Des poupées russes à côté de Pierre de Bonheur. Et là, je me dis, monsieur, là, ça va trop loin. En même temps, les marchés de Noël, c'est néo-nazi. Alors, la préfecture, oui, il y a des poupées russes chez l'artisan local. Alors là, il faut que tu venir. Bien sûr, 2 camions de CRS, on interpelle tout le monde, on met les pinces. Au revoir, merci. Ingérence russe, réglée. Merci beaucoup. J'ai des amis qui m'ont servi de la vodka. Un scandale. Un scandale. Ces gens, vous les dénoncez, vraiment. C'est fait. C'est fait, immédiatement. Non, bon, alors, heureusement qu'on en est là. Bah oui. Un message peut-être de concorde pour cette fin d'année aux Français qui s'inquiètent de leur pouvoir d'achat. Bon, on va peut-être arrêter de pleurer, les Français. Il faut arrêter de pleurer, là, maintenant. Ça suffit. Tout le monde nous dit, Roland Lescure, Aurore Berger et les autres nous disent que le pouvoir d'achat est en train de remonter, ne baisse plus, du moins, que l'emploi est en train de remonter de façon fulgurante, mais c'est formidable. Et bien sûr, tu as toujours les pisse-froids. Les pisse-froids, les chafouins. Les anti-vax, les anti-vax. Alors ceux-là, les anti-vax. Les pro-russes. Voilà. Et d'ailleurs, n'oubliez pas les autotests pour la grippe et le Covid. Pour mamie, à Noël. Si vous voulez pas qu'elle soit dans la cuisine, autotests. Ils sont en vente. Ils sont déjà disponibles dans toutes vos pharmacies avec à côté de l'artisan local qui fait le vaccin contre la grippe. Exactement. Voilà. En tout cas, on va voir une année 2026 encore avec notre chef suprême, Emmanuel Macron. Quel plaisir. Et le 31 décembre, moi, j'en perds le pipi de l'écouter. C'est vrai. Le 31 décembre, il sera là pour nous parler. C'est formidable. Ça va me réchauffer mon petit cœur. Voilà. Merci beaucoup. Mon Dieu, la minute mainstream, c'est affreux en vrai. C'est horrible. Ça nous arrache le cerveau. On est désolé. Mais bon, il faut faire ça, il faut équilibrer, c'est pour le temps de parole. Et puis, surtout en 2026, on veut qu'Alerte Générale continue et que TVL n'ait pas d'ennui avec la maréchaussée. Alors ici, pas de Russie, pas d'ingérence, pas de discours séditieux, non, juste une analyse un peu différente, on va dire, de l'actualité. J'espère qu'elle ne froisse pas les tenants de la secte millénariste qui nous tient lieu de parti unique. Mais en tout cas, c'était encore une belle émission. On s'est régalé. Merci, en tout cas. Slobodan, merci Gabriel d'être venu, en tout cas. Merci à vous. Est-ce que tu as passé un bon moment? Moi, je me suis beaucoup amusé. Ah ben tant mieux.
En compagnie de ma plante verte. C'est ça qui compte. Merci beaucoup. Et merci Gabriel Decroix, donateur TV Liberté, d'être venu ici sur le plateau, t'affronter ou du moins donner ton avis sur ça. Merci beaucoup en tout cas. Et oui. On rappelle bien sûr, c'est bien mieux que le journal d'un prisonnier. Ouais. C'est Antipresse, une chronique de la décennie 2015-2025. C'est chroniques du dimanche qui permettent de prendre un peu de hauteur et de comprendre que ce mouvement vers la fin des temps, il est, enfin la fin des temps, éternel. Il est éternel. Et c'est vrai. Et à chaque coup, on trouvera une secte des cathares qui survivra. En tout cas, c'est à commander et à acheter sur le site de l'Antipresse, les amis. Voilà. Merci beaucoup. C'était Alerte Générale. Salut, ciao. Et bonne fin d'année à tous. Ciao.